des idées différentes, on ne sait pas, mais il est tout à fait... On sait qu'il y a des corps primordiaux qui ont beaucoup d'eau, et ces objets primordiaux qui ont beaucoup d'eau, qui n'ont peut-être jamais été actifs, auraient très bien pu amener très largement tout ce dont on a besoin pour former l'eau des océans terrestres. Juste simplement que donc on ne sait pas, mais avec les météorites, il y a quand même tous les conduites carbonées pour lesquelles ce rapport d'essorage il est identique à celle de la Terre. Donc ça ne veut pas dire que les astéroïdes lui ont apporté l'eau, même si les astéroïdes sont formés des conduites carbonées, parce qu'aussi les comètes, il y a les conduites carbonées, aussi une partie des comètes. Donc à la fin, on ne peut pas savoir, mais d'un point de vue statistique, la majorité des conduites carbonées, ils ont le même dessourage que les astéroïdes, donc il y a une grande peut-être préférence qui soit plutôt les astéroïdes que les comètes, mais naturellement c'est à voir. La vérité, c'est qu'on ne sait même pas, bon évidemment j'approuve ce qui a été dit précédemment, mais on ne sait même pas si la Terre c'est vraiment accrétée sèche, parce que la quantité d'eau à la surface de la Terre, pour nous elle est immense, très précieuse, mais par rapport à la masse de la Terre, c'est vraiment ridicule. Donc on sait que la Terre est probablement dégazée violemment quand il y a eu l'impact qui a formé la Lune, mais s'il y avait de l'eau en profondeur qui est remontée ultérieurement, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Donc tout ça c'est vraiment des réponses qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Oui, quand même, statistiquement, c'est bien les chondrites carbonées qui ressemblent le plus au rapport isotopique. Rien ne dit que la Terre n'est pas formée à partir de matériaux qui ressemblent. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, moi je suis convaincu que beaucoup d'astéroïdes carbonés, si on les ramenait plus proches du Soleil, ils vaporiseraient de l'eau. Donc c'est juste aussi une question d'orbite, parce qu'il y a tous les ingrédients pour avoir aussi des volatiles dans certains astéroïdes carbonés. Une question là-haut. Oui, bonjour. Bonjour, vous pouvez nous parler un peu plus de la gravitation, dans tous s'il y a des modifications, voilà, parce que vous êtes passé assez vite. Hein. Si vous pouvez répéter la question, parce qu'on n'a pas entendu la question. Parler un petit peu plus de la gravitation. De quel objet? En général, la gravitation sont des objets qui sont à très basse densité, donc la gravitation c'est très petit, presque zéro. Hein. Oui, je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. L'attraction, donc quand il se forme, c'est une attraction par collision. Donc il y a quand même une gravitation. Mais si vous voulez parler de gravité, c'est des objets qui ont une gravité presque égale à zéro. Que ce soit la comète, que ce soit les astéroïdes de ces petites tailles, c'est en fonction de la masse de ces objets. Donc c'est vraiment à très petit. Donc c'est fait sur place. Mais je pense que là, vous faites allusion aux distinctions entre les différentes poussières qui sont par exemple collectées dans la stratosphère. C'est ça ? Alors là, à ce moment-là, ces poussières sont analysées en labo. Et avec tous les gros moyens qui peuvent se trouver, par exemple, au Johnson Space Center, et qui permettent de vraiment avoir toutes les informations sur la composition élémentaire, chimique, isotopique, etc. Et aussi toutes les images au microscope électronique qui vont... entre un morceau de débris d'une fusée ou il n'y a pas... c'est immédiat. Hein. Alors maintenant, les poussières interstellaires, j'ose pas dire intergalactiques, mais pourquoi pas, qui existent aussi, hein, qui représentent un signal pour les observations astronomiques, celles-là, elles sont vraiment très difficiles à mettre en évidence. Hein. Typiquement, Stardust avait voulu en collecter. Stardust est une mission américaine qui avait prélevé des échantillons à assez grande vitesse, 6 km par seconde, dans la chevelure d'une comète, et qui, de la comète Wilde 2, et qui avait aussi cherché à collecter des poussières interstellaires sur toute l'orbite de la sonde. Et le meilleur résultat qui était trouvé, c'est qu'il y avait peut-être 6 poussières qui étaient d'origine interstellaire dans tout ce qui avait été collecté, et sans même aucune garantie.
Donc je crois qu'aujourd'hui, la collecte de matériaux extérieurs au système solaire, c'est encore peu avancé, me semble-t-il. Tu es d'accord ? Oui, bonjour. Je souhaiterais savoir comment on peut connaître la masse des astéroïdes. Alors, il y a différentes techniques et avec différentes précisions. Alors c'est vrai qu'avec les missions spatiales qui sont envoyées vers certains astéroïdes, là c'est des mesures les plus précises presque in situ à partir de la perturbation qui est exercée par l'astéroïde lui-même ou le petit corps sur le satellite. On connaît aussi les masses des astéroïdes parce qu'on a découvert à partir des années 90, on a vu des astéroïdes binaires et donc là c'est le même principe que pour les étoiles. Le fait de mesurer, d'observer le mouvement relatif permet de mesurer la masse totale du système. Après il y a d'autres techniques encore, c'est de faire de l'astrométrie, d'observer les orbites de petits astéroïdes perturbés par des plus gros lors de passages proches. Donc ça, c'est des techniques qui ont déjà été mises en œuvre depuis même presque 100 ans, mais qui sont beaucoup moins précises. Donc les missions spatiales et les astéroïdes binaires, c'est vraiment les meilleures techniques pour connaître la masse, mais qui restent limitées à des catégories d'objets bien spécifiques. On a des idées, mais les barres d'erreur peuvent être de 100%. Donc, et puis là, on travaille avec la mission Gaïa, mission spatiale Gaïa actuellement. Donc, il y a aussi des observations d'astéroïdes. On aura des astrométries, des orbites beaucoup plus précises. Et la technique là, des perturbations mutuelles pourra peut-être être un peu plus efficace et on arrivera à mesurer des masses d'une centaine d'astéroïdes. Oui, je voulais rajouter que les masses, c'est tout à fait essentiel, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant pour classer les objets ensuite, c'est leur densité, et évidemment, ou leur masse volumique. À ce moment-là, il faut connaître parfaitement leur volume, et ces objets, ils sont ils sont certainement pas sphériques, ils sont irréguliers, et juste à titre d'exemple, on a vu la densité estimée du noyau de Churyumov-Gerasimenko changer au cours du temps, parce que pendant la première partie de la mission, il y avait une grande partie de la surface du noyau qui n'était pas éclairée. Donc cette surface qui n'était pas éclairée, elle ne se voyait pas sur les images et les modèles de forme ne pouvaient pas en tenir compte. Est-ce que je peux continuer le ping-pong? Alors c'est vrai, partant de la masse, on va estimer la densité et après on va pouvoir estimer aussi la porosité. Donc là, c'est encore une incertitude. Non seulement on aura éventuellement une mesure de la densité ou de la masse volumique, mais on voudra avoir la densité du composant, par exemple du météorite analogue, de quoi est fait notre objet, et on arrivera à voir, à partir de la porosité, s'il y a des vides à l'intérieur de cet objet. Des éponges, alors peut-être qu'elles sont pas, les alvéoles ne sont pas connectées, ou alors des Hubble piles, ou les agrégats gravitationnels, donc autant de blocs qui sont empilés les uns sur les autres par la gravitation, et donc le vide à l'intérieur crée la porosité. Si c'est pas de la glace, ça pourrait être du vide. C'est une grandeur qui est comprise entre 0 et 1. 1 s'étant à ce moment-là, c'est particulier évidemment. Et ce qui est terrible, c'est que lorsqu'on commence à analyser et essayer de déterminer cette porosité, certainement pour des gros objets déjà, qui font quelques kilomètres, comme un noyau cométaire, on est obligé de distinguer entre la microporosité et la macroporosité. Les deux peuvent exister. Il peut y avoir des gros vides et il peut y avoir aussi des petites structures qui sont elles-mêmes poreuses. Donc c'est moins homogène qu'une éponge. Allez, une dernière question là. Allez-y. Bonsoir déjà. Donc j'aimerais savoir pourquoi les corps de faible masse ne sont pas sphériques en fait. Bonne question, oui. Eh bien, simplement, c'est l'histoire du capitaine Haddock buvant son whisky dans la fusée qui l'entraîne vers la Lune. C'est bien ça la référence? Oui. Qui connaissent mieux la référence que moi-même, n'est-ce pas? Quand vous êtes en impesanteur, qu'il n'y a pas de gravité, un liquide va se mettre en forme sphérique. Et donc, l'accrétion de matériaux à l'origine dans le système solaire ou un système planétaire,
on voit les morceaux, c'était très beau, la vue d'artiste, je ne sais pas si elle était d'Artman, que tu nous montrais tout à l'heure, hein, oui. Splatch, c'est irrégulier. Hein. Et en revanche, pour avoir quelque chose qui est relativement régulier, comme toutes nos planètes d'ailleurs, eh bien il faut que cet objet ait une température assez élevée, c'est souvent d'ailleurs la radioactivité naturelle qui va induire ça. Donc à ce moment-là, l'objet se fluidifie et dans le milieu interplanétaire, eh bien cet objet va prendre une forme sphérique. Mais la forme sphérique est anormale, si je puis dire. C'est déjà une évolution. En fonction des collisions, Un dernier commentaire. non, juste qu'on peut terminer, en fonction des collisions, on peut avoir des agrégats des objets, comme dans le cas d'Itokawa, et donc former des formes différentes, ou déformer en fonction de l'évolution que l'objet il va avoir. Alors, dernière précision, c'est vrai qu'après, plus le corps va être grand, la masse va être importante, on passe dans d'autres régimes de modèles viscoélastiques où la forme de relaxation va être une forme de géodésique. Patatoïde. Alors que s'il est plus petit, c'est un peu comme l'histoire, donc là, un comportement moins fluide, comme un tas de sable, on peut garder des pentes importantes par rapport à l'attraction pour des objets plus petits. Oui, écoutez, je crois qu'on peut en rester là. Il est 6 heures passées. On vous remercie beaucoup. On remercie nos conférenciers. On les applaudit. En remerciement, on peut vous dire que la France a gagné par 4-3. Voilà, donc on est qualifié. On est qualifié pour le prochain tour. Pour les membres de la SAF, notre ami Jean-Claude a une petite annonce à faire. Merci, bon week-end, bon retour chez vous. Oui, pour les membres de la SAF, je voudrais signaler qu'il y a actuellement un appel à candidature de la commission des éphémérides du Bureau des longitudes et de l'IMCCE. Si la commission qui est sous la présidence de Nicole Capitaine, qui est chargée de conseiller le Bureau des longitudes et l'IMCCE, recherche un astronome amateur. Si vous êtes intéressé pour déposer votre candidature avant le 31 juillet, vous pouvez aller sur le site de la SAF et vous trouverez toute la documentation nécessaire et les modalités de dépôt de votre candidature. Donc allez sur le site de la SAF et si vous êtes intéressé, vous pourrez candidater. Merci. Bon, ben merci.